Ils sont encore trois, ils sont encore là. Les trois rafales français. Joris Daudet, Sylvain André, Romain Bailleux. Les Français font 1, 2, 3. Léon Marchand qui est en train de passer Milac. Léon Marchand remporte son deuxième titre. Champion olympique avec un nouveau record olympique. Ça y est, c'est fait pour lui. Après les désillusions de Londres, de Rio et de Tokyo, Pauline Prévost, championne olympique de VTT cross-country. C'est la 5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Campus Lille, fréquence 106,6, il est 23h, nous sommes mardi, c'est l'heure du Campus Sport Club et en l'absence d'Adrien, je prends le relais pour animer cette émission. Je m'appelle Jean et je suis en très bonne compagnie ce soir, soirée de Ligue des Champions, soirée où on a eu beaucoup d'actions sur les différentes pelouses, mais on ne va pas que parler de cela ce soir, on aura pas mal de sujets très intéressants sur lesquels disserter et je le disais, je suis très très bien accompagné ce soir. On aura dans un premier temps Raphaël qui va nous présenter sa chronique Résultats. Comment ça va, Raphaël ? Salut Jean, ça va très bien. J'espère qu'on va passer encore une fois une belle soirée dans le Campus Sport Club. Écoute, j'ai aucun doute là-dessus. On sera ensuite rejoint par Loïc. Enfin, je dis rejoint. Il est déjà avec nous. Il a suivi avec attention lui aussi cette soirée Ligue des Champions. Ça s'est bien passé plutôt pour les clubs français. Ouais, plutôt positif avec des bons résultats, notamment en fin de match pour Monaco. Donc, hâte de débriefer tout ça. Eh ben écoute, on a hâte également. On est également rejoint par Félix qui nous parlera de tennis un peu plus tard dans l'émission. Et oui, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Faut bien diversifier un peu le propos. Exactement. Et puis cette émission ne serait pas possible sans l'homme à la régie. Voilà, en l'absence d'Adrien, il a récupéré cette autre casquette. Martin est avec nous ce soir. Bonsoir à tous mes amis chroniqueurs. En espérant faire une belle émission. J'ai aucun doute là-dessus non plus, les gars. Moi, je suis très heureux de vous retrouver. On a pas mal de choses sur lesquelles on doit discuter, on doit débattre. Donc, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec la chronique des résultats. On va parler notamment Ligue des Champions. Que cela se joue sur pelouse, sur bitume ou même dans l'eau, le Campus Sport Club est là pour vous informer des résultats sportifs. Alors ce soir, je le disais, il y avait de très très belles affiches. Déjà pour nos clubs français, Lille qui recevait la Juventus, Monaco qui s'était déplacé sur la pelouse de Bologne, donc face à des clubs italiens, le Real Madrid qui affrontait l'AC Milan, Liverpool, Leverkusen, bref. Félix, on a eu beaucoup de très très beaux résultats. Je dis Félix, pardon, c'est Raphaël, excuse-moi, on se connaît pas encore très bien, mais ça va le faire. Pas de souci, donc ça vient de se finir à Pierre-Mauroy et Lille accroche le nul 1-1 contre la Juventus. Alors le club de la vieille dame avait un 11 de départ très jeune puisque c'était le plus jeune de l'histoire de la Juve en Ligue des Champions. Si en première mi-temps, Zegrova lance parfaitement Jonathan David pour ouvrir le score, Vlahovic répond en seconde avec un penalty face à Lucas Chevalier. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit match de Lille qui remporte quand même un point, même si on aurait pu espérer plus vis-à-vis de la première mi-temps? Lille toujours invaincu, les gars, face aux plus grandes équipes. Alors ils ont perdu certes contre le Sporting, mais face aux deux Madrid, il y a eu victoire. Là il y a encore nul face à la Juventus. Elle est plutôt belle cette épopée. Ouais, ils continuent leur série. C'est assez incroyable parce qu'on en arrive à être déçu d'un nul de Lille contre quand même la Juventus de Turin après les résultats qu'ils ont fait. Non, faut pas banaliser ce qu'ils sont en train de faire. C'est absolument incroyable. Et j'espère qu'ils iront le plus loin possible. Non, c'est positif. Ils arrivent avec le même nombre de points que des clubs comme Leverkusen ou la Juventus au bout de quelques journées. Donc, dommage de prendre ce penalty et ça reste positif. Ils restent invaincus à domicile. Ouais, ce soir, il y avait aussi Monaco qui jouait contre une autre équipe italienne, celle de Bologne. Alors, le club de la Principauté sort vainqueur grâce à un but tardif de Thilo Kehrer. Et pour la petite stat,
Bologne, c'est la première défaite du club à domicile dans une compétition européenne majeure. Donc face à un club français, Monaco. Et leur prochain match, ça sera le LOSC. Aussi, le score le plus inattendu du soir, c'est la victoire 4-1 du Sporting Portugal face à Manchester City. Et son attaquant l'attaquant du Sporting, Vitor Gyökeres, qui plante un triplé face au club anglais. Il faut savoir que celui-ci a déjà mis un quadruplé ce week-end, donc il a 7 buts en une semaine. C'est une bonne stat pour un club d'un championnat du Portugal face à l'ogre Manchester City. C'est beau de voir ça. On a eu aussi un match de grande classe entre le Real Madrid et l'AC Milan, soit les deux clubs les plus titrés de la compétition, avec le résultat aussi inattendu, 3-1 pour l'AC Milan, alors que cela se jouait à Madrid. À 18h45, les matchs étaient également attrayants, avec deux roustes, une 4-0 pour le PSV contre Gérone. Alors Gérone, ils ont mis un but contre son camp, et c'est le 4e depuis le début de la campagne européenne. C'est déjà un record. Voilà, il y a aucun club qui a mis autant de buts contre son camp en Ligue des Champions, et au bout de 4 matchs, Gérone, ils en ont mis 4. C'est dommage parce qu'ils ont montré des belles choses quand même sur les premiers matchs. Ils ont tenu tête à Paris pendant presque 90 minutes. Mais ouais, là, ça se complique. 4 ans également pour le Dinamo Zagreb face au Slovan Bratislava. Je sais pas si beaucoup de gens ont vu ce match, mais en tout cas, on a des buts et c'est ce qu'on aime dans la Ligue des Champions. Et ça va servir parce que on va faire un petit point classement. Aujourd'hui, on compte pas les matchs de demain, bien sûr, mais c'est Liverpool qui, avec sa victoire 4-0, est premier avec 12 points et une différence de but de 9 buts qui comptera, on l'a dit à la fin de cette poule. Les clubs français, Lille 12e, Brest 7e avant son match de demain, et Monaco sur le podium 3e avec 10 points. Un autre classement qui a beaucoup bougé, c'est celui de la Ligue 1. En effet, ce week-end, la victoire surprise d'Angers face à Monaco sur la plus petite des marches et le match nul entre Lille et Lyon 1-1 laisse la place de dauphin à l'OM. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés 2-1 à Nantes. Devant, c'est toujours le PSG qui est premier. Les Parisiens ont gagné contre Lens avec un Dembélé unique buteur. À l'inverse, Montpellier s'en sort plus. Déjà lanterne rouge, le club qui vient d'engager Papy Gasset a perdu 1-0 contre l'avant-dernier, Le Havre. Alors les gars, petite question, Montpellier à Ligue 1, c'est fini. Est-ce que, comme leur président pourrait dire, ils vont se concentrer sur les restaurants le vendredi soir? Bah, ce qui est sûr, c'est que 4 points seulement, quand on voit que devant la zone rouge est à 10. Alors bon, là, comme ça paraît pas énorme, mais Montpellier aller chercher 2 victoires dans les circonstances actuelles, ça risque de pas se faire tout de suite. Est-ce qu'il y en a qui les voient s'en sortir peut-être? Non, à moins de faire une remontée folle au classement, comme ça peut arriver parfois en deuxième partie de saison, comme Dunkerque en Ligue 2 l'année dernière. Mais sinon, franchement, dans le contenu, c'est quand même très faible. Et puis dans la combativité, on a du mal à avoir du répondant. Ils prennent un but et on a l'impression que le match est fini. Donc franchement, je les vois bien descendre en Ligue 2 l'année prochaine. Ouais, pire défense du classement, et justement tu l'as dit, on va faire une transition vers la Ligue 2 et Dunkerque. Dans l'antichambre du foot français, le club du Nord s'en sort justement dans le derby face à Amiens, 3-1 pour l'USLD, et monte à la 4e place du classement, devancé par Annecy, Lorient et le Paris FC, toujours premier malgré son nul 3-3 face à Rodez. En première ligue, Bournemouth gagne 2-1 face à Manchester City, donc on voit bien qu'il y a un petit problème dans le club de Pep Guardiola, ce qui marque donc la première défaite en championnat des Citizens depuis 32 matchs. Un autre exploit provient du club de Nottingham Forest, qui confirme son excellent début de saison grâce à leur victoire 3-0 contre West Ham. Le club au passé radieux monte sur le podium, une première depuis 1998. Et oui, à l'antenne, personne n'était encore né. C'est fou les gars. Et puis ouais, pour le City de Pep Guardiola, on sait que ils ont perdu le tout récent Ballon d'Or Rodri, et c'est là qu'on voit peut-être aussi pourquoi il était Ballon d'Or, parce que sans lui, cette équipe fonctionne beaucoup moins bien. Mais il n'y a pas que Rodri, il y a plusieurs blessés aussi. Je crois qu'il a à peine la place pour mettre. Il y a 11 joueurs à l'entraînement, il a dit la semaine.
Donc c'est un peu compliqué pour le club de City, à voir comment ils vont revenir pour la première ligue surtout. Parce que je pense que la LDC, ils vont réussir à se qualifier sans souci. Ouais. Outre-Rhin, Dortmund fait tomber Leipzig 2-1. Pourtant, l'équipe de la Galaxie Red Bull était jusqu'à présent invaincue en Bundesliga. Donc on voit que ce week-end, il y a beaucoup d'invaincus qui ont fini par perdre. Prenons un envol sud-américain. La semaine passée avaient lieu les demi-finales retour de la Copa Libertadores. Botafogo sort vainqueur de son duel face à Peñarol, tandis que l'Atlético Mineiro passe contre River Plate. En attendant la finale 100% brésilienne, je vous invite à aller voir l'entrée des joueurs dans le stade El Monumental de River Plate, dont les supporters ont tenu un superbe spectacle en tribune digne d'un 14 juillet. Heureusement pour le club argentin, ce n'est pas la LFP qui s'occupe des sanctions. Bref, en D1 Arkema, les Lyonnaises battent les féminines du PSG 1-0 et prennent la tête du championnat. Allez, on change de sport. En F1, samedi, en sprint, on a eu le droit à un doublé McLaren. Les deux coureurs Oscar Piastri et Lando Norris ont inversé leur position en fin de course pour garantir plus de points à Norris devant au classement pilote. C'était bien utile. Eh oui. Dimanche, Cocorico, nos deux Français de la grille, Esteban Ocon et Pierre Gasly, terminent 2e et 3e. Derrière une magnifique course du vainqueur Verstappen, parti 17e. Bon, il faut dire que ce dimanche, on a vu une très forte pluie, mais également une pluie d'abandon, avec 5 pilotes qui n'ont pas terminé la course, soit un quart des participants. En tout cas, les deux pilotes d'Alpine marquent 35 points pour l'écurie française, ce qui leur fait gagner 3 places au classement constructeur, passant de la 9e à la 6e place. Surtout, cela marque le premier doublé français depuis 27 ans. Alors, j'ai 2 questions pour le plateau. La première, est-ce que vous avez une idée des 2 derniers pilotes français à avoir réalisé un doublé ? Et la seconde, qu'est-ce que vous évoque ce doublé pour la saison d'Alpine ? Alors moi, je vais pas mentir, j'ai relu ta chronique, donc j'ai vérifié la réponse. Mais croyez-moi sur parole, je les avais trouvés les 2. Est-ce qu'il y en a peut-être un qui a une idée sur le plateau des noms à sortir ? Non. Alors là, tu nous poses une vraie colle. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. C'était Olivier Panis et Jean Alési, mais par contre, j'avoue que le Grand Prix exact, c'est toi qui me l'as rappelé, c'est Espagne 97. C'est ça. À Barcelone, Olivier Panis et Jean Alési s'étaient imposés, avaient fini sur le podium derrière Jacques Villeneuve. Et puis pour ta deuxième question, du coup, par rapport à Alpine, les gars, c'est exceptionnel ce qui s'est passé ce week-end. C'est incroyable. Rien ne laissait penser qu'Alpine ferait une telle fin de saison. Ils étaient complètement dépassés auparavant, notamment au printemps dernier. Ils ont dû gérer les tensions entre Gasly et Ocon. Et là, ce qu'ils font, c'est absolument incroyable. Puis les images à l'arrivée qui faisaient quand même chaud au cœur, voilà, pour cette équipe qui a pas réussi grand chose, hein, malheureusement, cette saison. Ils avaient 16 points au classement au départ de la course. Ils en ont mis 33 à l'arrivée. C'est quand même assez fou. Enfin, c'est le genre de scénario complètement invraisemblable. J'allais dire que ça se produit qu'une seule fois dans une saison, mais généralement, ça se produit même plutôt pas du tout. Et puis, c'est une belle manière de clôturer la collaboration. On sait que les deux sont pas spécialement amis, en tout cas ils aiment à dire qu'ils ont une histoire commune qui les regarde, et ils ont raison, mais on a senti à l'arrivée que l'émotion était sincère, et le fait de se retrouver tous les deux sur un tel podium, en plus sous la pluie, comme ils l'ont dit, ça leur a rappelé leur jeunesse en Normandie. C'est ça, une pluie normande. Un autre Français qui a performé ce week-end, c'est Hugo Humbert. Il est arrivé en finale du Rolex Paris Master, une performance louable puisque c'est sa première finale en Master 1000. Malheureusement, il n'a pas fait le poids face au 3e mondial, Alexander Zverev. Il est battu 6-2, 6-2. Je ne m'étale pas là-dessus car Félix va nous en parler tout à l'heure. Chez les féminines, les finales WTA ont débuté samedi en Arabie Saoudite. Alors c'est un sujet sensible puisque dans ce pays du Golfe, les droits des femmes ne sont pas forcément respectés. Néanmoins, aucune des participantes n'a décliné l'invitation. Les 8 meilleures joueuses de la saison sont réparties en 2 poules de 4 après 2 matchs chacune. C'est la Biélorusse Arina Sabalenka, assurée de finir première mondiale à la fin de l'année, et l'américaine Coco Gauff, qui sont en tête de leur poule. En rugby, l'aviron bayonnais signe un joli succès face à la tête d'affiche du top 14, le Stade Toulousain, 12-8. Néanmoins, cela n'empêche pas Toulouse de garder sa première place. Lors du match La Rochelle-Stade de France, Oscar Gégou, en attente d'un non-lieu après des accusations de viol en Argentine, a rejoué et a même performé puisqu'il a mis un essai. Les Rochelais se sont imposés 35-18, les plaçant alors 3e.
En Betclic Elite, Cholet Basket écrase l'Asvel 101-87, leur permettant de chipper la première place du championnat de France à leur adversaire du week-end. Le club de Saint-Quentin, victorieux 102-95 face à Nanterre, complète le podium. En natation, la semaine dernière se déroulait la 3e étape de la Coupe du Monde de natation petit bassin à Singapour. L'occasion pour notre quadruple champion olympique, un certain Léon Marchand, de faire couler de nombreux records. Des records personnels, nationaux, continentaux, mais aussi mondiaux, avec le 200 mètres 4 nages en 1 minute 48-88. Nouveau record du monde pour Léon Marchand, c'est une journée au boulot, quoi. Une habitude. En MotoGP, Francesco Bagnaia s'impose au Grand Prix de Malaisie. Cette victoire lui laisse encore de fines chances de gagner le championnat face à Jorge Martin, qui est à 24 points avant le dernier Grand Prix, qui aura lieu à Barcelone. En effet, celui-ci devait se tenir à Valence. Cependant, suite aux inondations ravageuses dans la région, le promoteur du MotoGP s'est vu contraint de trouver un autre circuit. Enfin, un autre Grand Prix se déroulait ce week-end, et c'est le Français Adam Siao Imfa qui l'a remporté. Mais savez-vous dans quelle discipline c'était ? Alors là, une idée ? On a mal fait notre boulot. Alors on parle de Grand Prix, mais c'est pas un sport auto. L'équitation ? Non. Non, ça aurait pu. C'est un sport olympique, les gars. Ça se joue sur la glace. Du patinage, du coup ? Patinage de vitesse ? Presque. Pas celui-là. Ah. Patinage artistique. Voilà. Loïc, tu as bien raison. Parce que c'est à Angers que se déroulait le Grand Prix de France de patinage artistique, remporté donc par notre patineur français. Alors attention, il n'en est pas à son coup d'essai, puisque c'est tout simplement la 3e fois d'affilée qu'il remporte cette compétition. Donc ce soir, vous aurez appris que on parle de Grand Prix, même pour du patinage artistique. Eh ben écoute, merci beaucoup Raphaël. Cette fois je me trompe pas. Merci beaucoup pour cette chronique de résultats. Ouais, on a eu de sacrés grands prix ce week-end. Et puis la performance d'un certain néerlandais Max Verstappen qui a remporté la 62e victoire de sa carrière, mais pas n'importe laquelle, en partant 17e sur la grille de départ, nous a particulièrement inspiré pour un choix musical. On vous laisse avec une petite interlude de musique. De retour en direct sur Radio Campus Lille, fréquence 106,6. On est dans le Campus Sport Club et il est l'heure d'enchaîner avec notre chronique news présentée par Loïc. Et oui, on va commencer ces news par du tennis. Vous avez décroché pendant le week-end de 3 jours ou les vacances, le CSC est là pour vous résumer les dernières news sportives. Aïe aïe aïe, faux départ ça en finale olympique, malheureusement c'est synonyme de disqualification. Bon, on le compte pas pour cette fois. Tu voulais nous parler de tennis pour commencer. C'est ça, comme je l'ai dit, on va commencer par du tennis avec le forfait de Djokovic pour le Master de Turin. Il l'a en fait annoncé dans la journée sur ses réseaux sociaux, il ne défendra pas son titre. Lui qui était déjà absent d'ailleurs au Rolex Paris Master la semaine dernière. Conséquence, son forfait qualifie définitivement Ruud, de Minaur et Rublev. Le Serbe a déclaré « C'est un honneur de se qualifier pour les ATP finales à Turin. J'avais hâte d'y être, mais en raison d'une blessure, je ne jouerai pas la semaine prochaine. Je présente toutes mes excuses à tous ceux qui espéraient me voir. » Alors en ne défendant pas sa couronne, Djokovic, actuel 5e mondial, perdra donc 1300 points. Et sa place dans les 8 premières têtes de série à l'Open d'Australie en janvier, en fait, s'en trouve menacée. La Serbie n'étant pas qualifiée pour la phase finale de la Coupe Davis à Malaga, c'est donc la fin de la saison 2024 du Serbe de 37 ans. La saison compliquée pour Djokovic, Nadal qui annonce sa retraite et tout ça, ça fait que pour la première fois depuis 2001, on n'a aucun membre du Big Three comme on les appelle, donc Federer, Nadal ou Djokovic qui sera au Masters. Ça va ouvrir pas mal de possibilités. Les gars, est-ce que vous avez un petit pronostic à nous donner ? C'est la fin d'une ère. Je pense que ça va être beaucoup plus, un peu comme le duel Messi-Ronaldo au foot. Maintenant, ça va être beaucoup plus dispatché entre différents joueurs, je pense surtout. Forcément, on a Alcaraz qui paraît assez au-dessus des autres quand même. Mais ça se joue de peu quand on voit Zverev, Sinner, Medvedev. Franchement, il y a des joueurs assez intéressants et je pense que ça va être surtout se concentrer sur plusieurs joueurs maintenant. Moi, si je devrais me mouiller sur un petit prono, je dirais quand même Carlito.
Bon, parce que j'ai un petit faible pour lui, du point de vue son tennis, et je le verrais bien prendre sa revanche et s'imposer à Turin. J'ai envie de te contredire et de dire Yannick Sinner, parce qu'il est quand même à domicile. L'Italien, il va jouer à Turin, donc je le vois gagner. Martin, tu tranches Sinner ou Alcaraz? Moi, Sinner. Comme Raphaël, j'ai vu des images en plus quand il arrive à l'hôtel avec une foule en liesse. Donc l'Italien à domicile en plus, premier mondial. Donc je pense qu'il va tout rafler. Et ben on suivra ça avec attention. Et après avoir parlé d'une légende du tennis, c'est au tour d'une légende française sur laquelle nous allons nous pencher. En effet, Luka Karabatic n'est plus le capitaine de l'équipe de France de handball. Éliminé en quart de finale lors des derniers JO face à l'Allemagne, l'équipe de France a élu Ludovic Fabregas, 28 ans et 149 sélections pour le remplacer. Luka Karabatic a déclaré que c'était une volonté de ma part. L'équipe de France arrive sur un nouveau cycle de 4 ans, et 4 ans c'est beaucoup. Je ne peux pas me projeter aussi loin. Je pense que c'est une bonne chose d'anticiper. Fabregas, pivot en défense, comme Luka Karabatic d'ailleurs, mais jouant aussi en attaque, a reçu avec grand plaisir le brassard selon ses termes. C'est une réelle chance et fierté, et j'espère remplir cette mission du mieux possible. La tâche n'est pas forcément simple. La responsabilité est d'autant plus importante vu la situation dans laquelle on est. C'est un challenge très excitant d'un point de vue personnel et collectif. Est-ce que vous avez un petit avis sur Ludovic Fabregas, nouveau capitaine de l'équipe de France de handball, ou moi, je trouve ça cool qu'il fasse pas ça au dernier moment et que justement il y a un passage de flambeau. Au moins, là, ça prouve un peu le professionnel du handball par rapport au football, on va dire, où là le dossier du capitana a été totalement un désastre. Donc en handball, je pense que oui, c'est une bonne chose pour nos Bleus. Je te rejoins sur le sujet. Et si un changement a eu lieu en handball, il y a toujours une continuité en football. Et oui, Neymar, de retour depuis 2 semaines après un peu plus d'1 an d'absence, a rechuté hier en Ligue des champions asiatiques contre l'équipe iranienne d'Esteal. Il est rentré à la 58e minute pour être finalement remplacé à la 86e minute. Donc environ 30 minutes de jeu a suffi pour que le derrière de sa cuisse droite lâche. Il devrait être absent environ 2 semaines. Voilà, c'est quelle tristesse quand même, on va le dire, même s'il joue en Arabie Saoudite. Neymar, il a que 32 ans et il peut plus enchaîner un match. On aurait aimé le revoir nous régaler sur des terrains, mais là ça semble de plus en plus compliqué. Et l'info du jour pour le football français, qui est un petit peu moins réjouissante, qui pose des questions, c'est quelques jours après la publication du rapport du Sénat sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français. Le parquet national financier a passé la vitesse supérieure. En effet, une perquisition a eu lieu aujourd'hui à la LFP dans l'enquête ouverte après la plainte d'une association anticorruption qui interrogeait en fait les conditions dans lesquelles s'est noué le deal avec le fonds d'investissement luxembourgeois CVC, qui a acquis 13% du capital de la Ligue en échange d'un apport en cash d'1,5 milliard d'euros. Donc les investigations ont été confiées à la section de recherche de Paris de la gendarmerie, et des perquisitions sont également en cours au domicile de Vincent Labrune à Saint-Rémy-de-Provence et dans les bureaux d'investissement du fonds d'investissement CVC. Ça pose des questions quand même. L'enquête en fait cherche à savoir, pour impliciter un petit peu, dans quelles conditions est née une enveloppe de 37,5 millions censée rétribuer plusieurs acteurs du dossier une fois le deal effectué. C'est assez sombre. On ne sait pas trop quoi en penser. Mais on va prendre un petit bol d'air et aller du côté de la course au large avec le Vendée Globe qui part ce dimanche. Le skipper français Louis Burton a affiché de grandes ambitions. Alors, 3e en 2020-2021, un petit peu une révélation du dernier Vendée Globe. Il veut de nouveau jouer les troubles fêtes. L'originaire de Saint-Malo a déclaré « L'objectif, c'est de gagner le Vendée Globe ». Alors, sponsorisé par Bureau Vallée, Louis Burton vise d'abord à entrer dans l'Atlantique Sud dans le bon wagon et à aborder le mieux possible l'anticyclone de Sainte-Hélène. Alors, la difficulté pour le skipper de Saint-Malo est de savoir où mettre le curseur pour ne pas partir comme une tête brûlée, car on connaît son tempérament et il peut parfois se laisser un petit peu déborder par son envie d'aller au plus vite. Vous êtes un peu branché Vendée Globe, les gars, ou pas du tout? Quand j'étais plus petit, je regardais la course, je suivais un peu la course et c'est toujours plaisant de voir, de suivre tous les skippers.
voir leur tour du monde un peu en vitesse, parce que c'est quand même rapide. Et puis il y a pas mal de rebondissements avec les abandons, malheureusement. Donc c'est plutôt sympa à suivre le Vendée Globe. C'est ça, et puis les skippers qui font des petites vidéos tous les jours avec les différentes péripéties, moi je trouve ça toujours sympa à vivre. Ça fait partie en tout cas des événements qui mettent la lumière sur un sport. C'est des sports ou dont le grand public n'entend que très peu parler, et c'est bien d'avoir un événement qui fait un peu office de catalyseur, et au moment où tout le monde va en parler, c'est quand même intéressant de s'y intéresser. C'est ça. On va revenir côté football, où les noms d'entraîneurs pour succéder à Julien Stéphan à Rennes se multiplient. Actuel 13e du championnat, avec seulement 11 points, la direction rennaise ne ferait plus confiance à son entraîneur actuel après la gifle reçue à Auxerre 4-0 et chercherait donc un nouveau coach. On évoque notamment beaucoup d'anciens entraîneurs marseillais. Le nom qui ressort le plus est celui de Rudy Garcia. Le coach est libre depuis son expérience assez catastrophique à Naples. L'ancien entraîneur de Cristiano Ronaldo est pressenti pour remplacer Julien Stéphan en difficulté. Mais c'est aussi le cas d'Igor Tudor, en quête d'un nouveau challenge après son échec à la Lazio. Et puis, les noms sont presque en fait plus nombreux que le nombre de points des Rennais en Ligue 1 finalement, puisque Sergio Conceição est aussi évoqué pour venir en Ille-et-Vilaine. L'ancien coach de Nantes a l'avantage de parler français, condition importante et requise pour convaincre l'actionnaire. Et enfin, Habib Bey, qui est monté l'année dernière en Ligue 2 avec le Red Star, serait dans les petits papiers du board rennais. Il viendrait accompagné par Mathieu Le Scornet, qui est l'ancien adjoint de Stéphan à Rennes et Strasbourg, et qui est toujours actuellement au poste en club alsacien. Donc affaire à suivre. Et puis sans oublier que pour se séparer de son entraîneur actuel, le Stade Rennais devrait verser des gros émoluments de licenciement, parce qu'ils l'ont prolongé en mars dernier jusqu'en 2026, donc c'est pas une situation facile à gérer. Vous préfériez qui? Vous verriez qui à la tête de cette équipe rennaise? T'as évoqué Sergio Conceição. Pour moi, ce serait vraiment une bonne idée, parce que c'est un effectif qui est assez jeune, et je pense que c'est le profil profil d'entraîneur idéal pour construire quelque chose sur la durée. Je pense que dans un club comme Rennes, il y aurait besoin d'un projet qui serait mené, un projet sur du long terme, 2-3 ans, avec des bons joueurs qu'on peut faire éclore. Je suis pas sûr qu'un entraîneur comme Rudy Garcia qui reste à chaque fois dans chaque club récemment 1 an et demi, et il va se fâcher avec tout le monde. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Moi, je vois bien Sergio Conceição qui construit vraiment quelque chose. Après, pour attirer Sergio Conceição qui sort de Porto et qui aura, à mon avis, d'autres possibilités, bonne chance les Rennais. Je crois qu'il est assez intéressé par le projet, mais bien sûr, on sort de Porto. Il y a un sacré salaire aussi à fournir pour ce type de coach qui sont quand même assez réputés. Et... il a entraîné le club rival en plus. En plus, ancien entraîneur de Nantes, donc compliqué. Ouais, moi je te rejoins là-dessus, sur cette envie de voir un petit peu quelque chose de différent à Rennes quand même, parce qu'on sort de Stéphan, il y avait eu Pep Genesio avant, maintenant c'était Rudy Garcia, ce sont tous des très bons entraîneurs français. Mais voilà, à un moment, Rennes qui continue un petit peu de stagner, qui n'arrive pas à briser ce plafond de verre pour enfin aller se battre régulièrement pour les places de la Ligue des Champions. Il est peut-être l'heure d'essayer quelque chose de différent. Faut faire attention, parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs de casting au niveau du mercato des joueurs. Donc là, entraîneur, faut pas se tromper. J'apprends là qu'ils ont re-signé, enfin qu'ils avaient re-signé en mars jusqu'en 2026. Julien Stéphan, là, la direction de Rennes part un peu en bibrine. Et j'espère pour eux qu'ils vont savoir se relancer. Et quand c'est plus le foot et le ballon d'or qui fait débat, c'est du côté de l'athlétisme que certains choix interrogent. Et oui, Noah Lyles est le grand absent des finalistes pour le prix d'athlète de l'année. On l'a vu champion olympique du 100 mètres à Paris et médaillé de bronze aussi sur le 200 mètres. Il a été impressionnant cet été, mais ça n'a pas suffi pour être retenu parmi les finalistes pour le prix d'athlète de l'année. World Athletics lui a préféré Letil Tebogo et Jacob Ingebrigtsen, respectivement champions du 200 mètres et du 5000 mètres. Lundi, la fédération d'athlétisme a dévoilé la liste des finalistes pour les trophées de meilleurs athlètes de l'année, et dans la catégorie sur piste, Noah Lyles est le grand absent, tandis qu'Armand Duplantis devrait s'imposer dans la catégorie concours. Merci beaucoup pour ces news, Loïc. Bon, vous le constatez dans cette émission, on avait beaucoup de foot au programme, donc on a décidé d'en dispatcher un petit peu partout. On fait des allers-retours, des petits 1-2 entre le foot et les autres sports qu'on a à vous proposer. Mais là, pour le gros morceau, le gros sujet du jour, on va revenir sur un sujet
sur lequel on est passé rapidement en début d'émission, ce sont les performances du LOSC en Ligue des Champions. Si certains s'en sont peut-être un petit peu offusqués en nous écoutant, ne vous inquiétez pas, c'est qu'on avait l'intention d'y revenir parce que ce début de campagne est clairement assez dingue. On disait avant le début de cette saison, en voyant le calendrier, que c'était pas forcément impossible que Lille n'ait marqué aucun point à l'issue des 4 premiers matchs, à la moitié de la phase de groupe. Bon, ils en ont marqué 7. Ils ont perdu qu'un seul match. Et encore, c'était contre le Sporting, qui était peut-être sur le papier l'équipe la plus abordable. Lille a pris Madrid, le Real à domicile, l'Atlético à l'extérieur. Ce soir, ils font encore nul contre la Juventus. Bon, déjà, mon premier point, les gars, c'est quel plaisir. Franchement, on se régale de regarder le LOSC en Ligue des Champions cette année. Non, franchement, ils font plaisir et puis ils jouent bien au foot, ce qui n'a pas toujours été le cas. Quand on sait, il y a quelques années, où est-ce qu'ils étaient... au bord de la Ligue 2 et puis maintenant ils brillent en Ligue des Champions, ça fait plaisir pour une belle équipe, un beau stade et une belle ville. Ils jouent bien au foot, c'est notamment grâce à leur entraîneur, un certain Bruno alias Pep Genesio, qui après Guardiola et Mourinho s'est offert cette année Ancelotti, Simeone. Il n'est pas passé loin d'avoir Thiago Motta ce soir. Ça se passe plutôt bien pour lui aussi. Dès qu'il entend la musique de la Ligue des Champions, il nous sort toujours de très très belles choses de son chapeau. Il est en mission, clairement, Pep Genesio, là, quand il est en Ligue des Champions, on l'arrête plus. Franchement, c'est remarquable ce qu'il fait. Je le suivais déjà, ce qu'il faisait avec Lyon, c'était assez remarquable sur certains matchs. Il manquait de régularité dans les performances. Il y avait souvent une grosse victoire la semaine avec Lyon et une défaite le week-end. On l'a vu un peu avec Lille, cette défaite contre Saint-Etienne en début de saison qui est assez incompréhensible. Mais à part ça, franchement, ils font un début de saison canon, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions. On les imaginait pas aussi haut dans les deux classements au début de saison. Et pourtant, il peut même plus s'appuyer sur sa fidèle cartouche de Ligue des Champions, Maxwell Cornet. Cette fois, c'est avec un tout autre effectif qu'il va décrocher ses performances. On va rentrer un petit peu plus dans le cœur du débat. Ma question, elle est toute simple, les gars. Après, on est à la moitié de la phase de groupe de Ligue des Champions. Après 4 matchs, quelles ambitions peut avoir le LOSC dans cette Ligue des Champions? Alors pour ceux qui connaissent pas exactement le format, on va le rappeler très rapidement. Il y a d'abord 8 matchs dans la phase de poule. On se disait initialement que l'objectif c'était d'être dans les 24 premiers, parce que sur les 36 équipes, les 8 premiers sont qualifiés directement en 8e de finale, et puis du 9e au 24e, on doit passer par une phase de barrage. Et on se disait, vu le calendrier, les deux Madrid, la Juventus, que bon, être dans les 24, ce serait déjà pas mal. Maintenant, peut-être que les 3 plus gros matchs sont déjà passés. En tout cas, 3 des 4 plus gros sont déjà passés. Il y a beaucoup de points qui ont été engrangés. Bon, est-ce que le top 8, je suis trop ambitieux? Non, du tout, je pense pas. Au début, avant le premier match, je me disais que viser les 10 points, donc 10 points dans cette année de Ligue des Champions, c'est 99% de chances d'être parmi les 24 premiers. Ça serait un beau défi pour le LOSC. Mais là, à mi-parcours, ils sont à 7 points. Mathématiquement, s'ils reprennent 7 points dans les 4 prochains matchs, ils sont très proches d'être dans les 8 premiers. Et donc, je pense que finalement, c'est ça qu'il faut viser. C'est ça que le LOSC doit aller chercher. Et franchement, quand on voit les prochains adversaires de Lille, c'est faisable. Tu vas te déplacer à Bologne, qui vient de perdre contre Monaco. Ensuite, tu reçois Sturm Graz, qui est pour l'instant dernier avec 0 points. Bon, c'est 3 points obligatoires là. Là, il faut gagner quoi. Et les 2 prochains matchs, ils vont être assez durs parce que c'est pas comme les 3 derniers matchs que Lille a joué face à des gros concurrents européens. Là, c'est face à des clubs qui sont des surprises d'être en Ligue des Champions. Et donc, va falloir gagner ces 2 matchs-là. Ce qui serait bien pour le LOSC, ce serait justement en gagnant de s'assurer très très vite la qualification, au moins pour la phase de barrage. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément une équipe qui a pris l'habitude de performer contre les plus petites équipes. Ils sont plus habitués aux exploits qu'à assurer les bonnes performances. C'est ça, moi c'est sur quoi je voulais revenir. Je trouve que c'est une équipe qui se sublime vachement face à des grandes équipes. Mais alors, qu'est-ce que ça va être aussi face aux équipes qui paraissent un peu moins fortes sur le papier? On l'a vu au Sporting à l'extérieur. Moi, je pense qu'il y a une grosse question pour leur qualification. En tout cas, dans les 8 premiers, moi, je veux pas m'enflammer. Je suis peut-être un petit peu pessimiste, mais je pense que d'abord assurer les 24 premiers, même si c'est très bien parti, ce serait positif.
parce qu'en fait, à l'extérieur de ce qu'on a vu pour l'instant, ils ont eu un match avec énormément de réussite face à l'Atlético, où tout leur a souri quand même. L'arbitrage notamment, tout vraiment a souri dans cette soirée-là, et tant mieux pour le LOSC. Mais sinon, l'autre match à l'extérieur, c'est une défaite complètement méritée contre le Sporting. Et puis, est-ce qu'ils auront cette capacité un petit peu à surjouer et à être complètement emballés par le public de Pierre Mauroy face à des équipes comme Sturm Graz ou Feyenoord? Je l'espère, mais franchement, moi, déjà, s'ils sont dans les 24, vu leur calendrier au début à la fin du tirage, je pense que tout le monde signait à ce moment-là. Donc, dans les 24 premiers, ce serait déjà positif. Et puis, les 8 premiers, ce serait que du bonus. Ouais, et puis il y a une autre difficulté qui va s'ajouter. Martin, je veux bien t'entendre là-dessus. C'est la question de la profondeur de banc. On l'a vu, il y a beaucoup de blessés actuellement au LOSC. Alors déjà, c'est difficile de dire si Lille a vraiment un effectif pour jouer sur les deux tableaux, parce qu'en plus de faire de très bonnes performances en Ligue des Champions, il faut aussi assurer les bonnes performances le week-end en Ligue 1. C'est pour ça que face à l'Atlético, on va dire, il y avait quand même un 11 qui était plutôt un 11 bis sur le papier. Mais là, hier, en conférence de presse, Bruno Genesio évoquait un petit peu les blessés. On dirait qu'il faisait sa liste de courses. Je vous les ressors, hein, mais donc il nous parlait de Umtiti, de Thiago Santos, de Ben Taleb, auxquels s'ajoutent, donc eux, ils sont vraiment blessés sur le long terme, auxquels s'ajoutent Ethan Mbappé, Haraldsson, Cabella, Meunier, Touré et Ismaili, qui est pas encore complètement rétabli. On est à 9 joueurs. Je me suis amusé là juste avant l'émission à aller sur le site du LOSC pour voir un petit peu l'effectif. Il y a 25 joueurs de champ. Il y en a 9 qui sont annoncés blessés. Donc dans la gestion, la rotation et essayer de faire tourner un petit peu l'effectif, ça va sûrement pas leur faciliter la tâche. Ouais, on parlait de City tout à l'heure qui avait du mal. Pour Lille, ça va être pareil. Après, là où il a de la chance, c'est que dans les blessés, vraiment ceux qui font un vrai bon début de saison, il y a Thiago Santos. En vrai, t'as Mandy pour le remplacer, qui a fait un match correct contre la Juve, enfin de ce qu'on a vu. Hein. En tout cas, ok. Et pour Cabella, on sait que il est souvent titulaire, enfin depuis le début de la saison. Mais là, Sahraoui là depuis que Cabella est blessé, Sahraoui est pas mal présent, que ce soit ce week-end contre Lyon, c'est ça? C'était Lyon. Enfin, un bon match contre Lyon, même contre l'Atlético. Donc la profondeur de banc, en effet, à voir sur les blessés, mais il y a des blessés qui vont revenir rapidement. Ethan Mbappé, je pense quand même, là, c'était 2 mois annoncés début septembre, donc ça devrait revenir plutôt rapidement. Donc à voir, mais je pense que ça peut le faire. Et puis la Ligue des Champions finit en fin janvier. Les phases de poule, donc ils ont le temps de revenir. La phase de ligue, même, comme on doit maintenant l'appeler. Sur cette phase de ligue, en tout cas, il y a une bonne nouvelle, c'est que après avoir vu la moitié des matchs, je pense qu'on est à peu près tous unanimes pour dire que le LOSC va s'en sortir. Et derrière, ce sera, quoi qu'il arrive, les matchs aller-retour, donc phase à élimination directe. La question, c'est de savoir s'il y aura un barrage ou non. Alors, on connaît pas encore les adversaires du LOSC, c'est un petit peu loin pour se projeter, mais j'ai quand même envie de vous demander quels peuvent être des objectifs réalistes. Lille, c'est aussi un club qui a peu d'expérience à ce niveau-là, puisque leur meilleur résultat en Ligue des Champions, c'est les 8e de finale, donc ils sont jamais sortis d'une confrontation aller-retour. Comment est-ce qu'il faudra aborder ces matchs-là, et quels espoirs est-ce qu'on peut se permettre d'avoir? En fait, tout va dépendre pour répondre à ta question, tout va dépendre des 4 prochains matchs. Parce qu'en fait, s'ils sont dans les 9 ou 8 premiers, ils vont être directement qualifiés pour les 8e de finale. Et ensuite, ils vont affronter un adversaire qui va venir des barrages. Donc, un adversaire qui sera censé être plus faible, entre guillemets, on sait jamais avec la Ligue des Champions. Et il y aura des surprises, il y aura des grosses équipes qui seront autour des 20e places. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'ils peuvent viser un quart de finale? Pourquoi pas? Après, s'ils finissent, pour moi, je vois quand même beaucoup de limites à cette équipe. Tu l'as dit tout à l'heure, le match contre l'Atlético. Aujourd'hui, tu regardes le résultat, il y a 3-1 pour Lille, c'est incroyable, mais c'est quand même un petit vol, un petit braquage. Aujourd'hui, ils font 1 contre la Juve, c'est un exploit aujourd'hui. Moi, je vois quand même pas mal de limites à cette équipe et je vois pas comment elle pourrait se qualifier plus loin qu'en 8e de finale, j'avoue. Allez, rapidement pour conclure, est-ce qu'il y en a un qui a un avis contraire, qu'on finisse sur une touche un petit peu positive? Non, on sait jamais, tout dépendra du tirage. J'aurais bien envie de les voir en demi ou en quart à Lille, mais ce serait compliqué quand même. Tout va dépendre du tirage, et puis toujours plus facile d'aller en quart si bien sûr ils sont dans les 8 premiers, parce que c'est une confrontation à gagner.
Et pour moi, l'importance du tirage sera aussi de savoir si le match domicile est à l'aller ou au retour, parce que je trouve que cette équipe est quand même extrêmement différente. Puis il y aura la gestion de la Ligue 1 aussi, parce que le LOSC a des gros objectifs en Ligue 1. Et avec l'hécatombe de blessés, ce sera pas évident à gérer, je pense. Exactement. Bon écoutez, on a fait un petit peu le tour sur le LOSC en cette phase de groupe de Ligue des Champions. On s'est un petit peu avancé sur le positif, donc on espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises quand même sur les 4 derniers matchs, que les Lillois vont faire le travail. Et puis on se donne rendez-vous fin janvier à la fin de la phase de Ligue, histoire de voir un petit peu où on en est et de découvrir notamment les prochains adversaires du LOSC. 6 phases à élimination directe il y a. On va partir sur un deuxième petit interlude musical. Tout à l'heure, tu nous as posé une petite colle en nous demandant quand est-ce qu'était le dernier double podium français en Formule 1. C'était en 1997, donc si vous ne l'avez pas retenu. Et donc on s'écoute une chanson française qui est sortie en 1997. Elle est pas à droite, elle est pas maladroite. C'était Léa de Louise Attaque sur Radio Campus Lille, fréquence 106,6. On arrive dans presque le temps additionnel de ce Campus Sport Club, en tout cas le moment clé, le moment déterminant. Et il y en a un qui a été plutôt bon dans les moments clés cette semaine. On va retourner du côté de Paris, de la capitale, et d'un tournoi de tennis où on a eu des belles performances d'un Français. Un gros tournoi de tennis où on a eu des belles performances d'un Français, c'est quand même suffisamment rare pour le souligner. Tu vas nous parler de Hugo Humbert, Félix. Il est l'heure de découvrir la personnalité marquante de la semaine dans le Campus Sport Club. Le portrait, c'est maintenant. Et oui, aujourd'hui c'est un des héros français de la semaine dernière, Hugo Humbert, qui est à l'honneur. Celui qui s'est glissé à la 14e place du classement ATP après un parcours fantastique qui l'a mené jusqu'en finale du Master 1000 de Paris. Je vous pose une première question par rapport à la biographie de Hugo Humbert. Est-ce que vous connaissez le premier sport qu'il a pratiqué pendant qu'il était jeune? C'est très compliqué. C'est un sport connu ou pas? Non. Enfin, si, c'est connu, mais... Badminton? Non. Bon, c'est le poney. Voilà, je le dis maintenant. C'était impossible pour vous de savoir. Le poney? Pas le cheval, le poney. Non, le poney. Je suis tombé sur une interview de sa maman qui disait qu'il faisait du poney avant de faire du tennis. Malgré tout, il commence très tôt le tennis à l'âge de 5 ans dans sa ville natale de Metz. Son idole quand il est jeune, c'est personne d'autre que l'élégant Roger Federer, dont il rêve de la carrière. Tout de suite très doué, il entre au Pôle Espoir de Poitiers à 12 ans. Malheureusement, il enchaîne les galères du fait d'une croissance trop rapide. Il commence à vaciller mentalement, douter. Mais son remède se trouve dans la musique, grâce au piano. Il dit avoir toujours son clavier avec lui depuis son plus jeune âge. Pratiquant également la guitare, il décrit la musique comme un levier essentiel de sa préparation pour se mettre dans sa bulle et aborder les matchs sereinement. Sa carrière professionnelle décolle à partir de 2019 lorsqu'il atteint pour la première fois les 8e de finale de Wimbledon, perdu face au futur vainqueur du tournoi. Est-ce que vous vous souvenez, les gars, qui était le vainqueur de Wimbledon en 2019? Federer. Allez. Federer, je dis Djoko, tu dis Nadal, et normalement on est bon. Et vous avez raison, c'est Djokovic. C'est Djokovic cette année-là qui a gagné Wimbledon, donc c'est plutôt valorisant de perdre contre Djokovic en 8e de finale pour son premier grand chelem. Il gagne également 3 titres en Challenger en 2019 et termine la saison à la 50e place du classement ATP. Mais c'est vraiment en 2020 que sa carrière prend un autre tournant. Il vit très mal la pandémie. Il se sent seul, mal et tombe progressivement dans la dépression. Il redescend alors à la 150e place du classement ATP. C'est alors qu'il rencontre son entraîneur actuel, Jérémy Chardy. Ce dernier lui apprend à reprendre confiance en son tennis et à s'appuyer sur ses qualités, son revers à deux mains et sa capacité à monter à la volée. Ce regain de confiance lui permet d'acquérir ses 2 premiers titres en ATP 250 et de battre pour la première fois un joueur du top 10, Daniil Medvedev. Faisant de son hypersensibilité sa force, il enchaîne les performances entre 2021 et 2024. On peut noter une première victoire en ATP 500 en Allemagne en 2021, puis des victoires mémorables face à des cadors du circuit mondial, Zverev en 2021, Rude en 2022 ou dernièrement, on s'en souvient tous, face à Carlitos Alcaraz au Master 1000 de Paris. Alors je vous pose une question les gars, prochain objectif,
est-ce que Hugo Humbert serait capable de réaliser une percée historique pour le tennis français dans un tournoi du Grand Chelem? Pourquoi pas Roland Garros? Roland Garros, ça va être compliqué. Et sur terre battue, c'est vraiment pas sa surface de prédilection, malheureusement, pour le tennis français. Après, sur d'autres grands chelems, pourquoi pas. Maintenant, je pense que ça va être compliqué parce qu'il y a quand même des mecs au top de leur forme. Mais si, comme tu parlais de confiance, si vraiment il prend de la confiance, surtout avec ce qui vient de se passer cette semaine-là, la semaine passée, pourquoi pas, ouais. Il a quelque chose quand même de très français, hein. Un athlète qui a des hauts, qui a des bas, qui te fait toujours vivre des émotions, qui sur les gros tournois est pas forcément là, mais qui une fois on sait pas trop d'où te sort une perf dingue, et puis la perf dingue elle finit par une défaite, en tout cas une défaite en finale, une deuxième place, comme malheureusement souvent ça nous arrive, mais en tout cas le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a eu des émotions cette semaine. Ouais, puis porté par le Bercy comme ça, c'était beau à voir pour la dernière du Bercy si je me trompe pas. Donc à voir s'il est capable de réitérer ce genre de performance aussi autre part qu'à domicile, notamment contre des gros comme Alcaraz. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce portrait, Félix. On va passer à la dernière chronique de la soirée. C'est notre homme à tout faire qui s'y colle. Martin, les immanquables. Tous les moments à ne pas manquer, rassemblés rien que pour vous, c'est les immanquables dans le Campus Sport Club. Et oui, ce soir, c'était soirée de Ligue des Champions, et demain soir, ce sera pareil. On commence avec donc du foot, et c'est le PSG qui va accueillir l'Atlético de Madrid au Parc des Princes. Ce sera disponible à 21h sur Canal+, en espérant qu'il fasse aussi bien que Lille l'a fait au Wanda Metropolitano. Brest se déplace en République tchèque pour affronter le Sparta Prague. Ce sera également à 21h sur Canal+, foot cette fois-ci. De toute façon, toutes les affiches de LDC sont disponibles sur plusieurs chaînes de Canal. Les autres chocs de cette soirée en Ligue des Champions, on a l'Inter de Milan qui reçoit Arsenal. Les hommes d'Arteta sont en difficulté en championnat. Ce sera à 21h sur Canal+ Sport. Et la meilleure équipe d'Europe actuellement, le Barcelone se déplace à Belgrade pour affronter l'Étoile Rouge, 21h également. Jeudi soir, c'est soirée de Ligue Europa avec deux clubs français. Nice reçoit Twente. En difficulté dans cette compétition, les Niçois vont essayer de se relancer. C'est à 18h45 sur Canal+ Foot. Et l'OL va se déplacer à Hoffenheim juste avant le derby. Ils sont en confiance dans cette compétition, avec notamment Ariane Cherki monumental en Ligue Europa. Ce sera disponible à 21h sur Canal+. Et pour ce qui est de la Ligue 1, ce sera vendredi soir, l'OM reçoit Auxerre, le Dauphin doit assurer, 20h45 sur DAZN. Samedi soir, le leader PSG se déplace à Angers, une équipe en grande confiance qui vient de battre Monaco 1-0, et ce sera disponible à 21h sur DAZN. Et dimanche soir, c'est le derby entre l'OL et la SSE au Groupama Stadium, 20h45 sur DAZN. Également, pour ce qui est des championnats européens ce week-end en football, pour la Liga, le Real reçoit la surprenante équipe d'Osasuna en ce début de saison qui est 5e. Ce sera disponible à 14h sur BeIN 3. En première ligue, Liverpool, le leader, reçoit Aston Villa, donc un gros choc à Anfield, Canal+ Foot à 21h. Et pour ce qui est sinon du match of the week, c'est un derby londonien. Chelsea reçoit Arsenal à Stamford Bridge. Ce sera à 17h30 et ce sera sur Canal+. Autre bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas de chaîne payante, l'Inter reçoit Naples dimanche soir à 20h45 et c'est disponible sur la chaîne L'Équipe. Passons maintenant au basket, notamment avec jeudi soir, l'équipe de France féminine va commencer ses qualifs et va jouer Israël à 21h. Ce sera disponible à 21h sur la chaîne L'Équipe. Pour ce qui est de l'Euroleague, jeudi soir également, le Paris Basketball reçoit le Partizan Belgrade dans son Adidas Arena à 20h45. Vendredi soir, Monaco se déplace à Istanbul pour affronter l'Anadolu Efes à 18h et l'Asvel reçoit le Fener à 20h, le Fenerbahçe. Ces trois affiches d'Euroleague sont disponibles sur Switch. Et samedi soir, pour ce qui est de la Betclic Elite, le Cholet Basket, le leader surprise de son championnat, se déplace à Limoges pour continuer sur ce très bon début de saison malgré la perte de André à 20h, disponible également sur Switch. Pour ce qui est du rugby, il y a le début des tests de match d'automne et quoi de mieux pour commencer ce week-end qu'un Irlande All Black à 21h10 sur BeIN 2. Samedi, c'est le 15 de la Rose qui va commencer cette journée de tests de match d'automne contre l'Australie sur BeIN 2 également. Et 21h10, nos Bleus vont se lancer contre le Japon. On retrouvera
notre Stade de France après ces magnifiques JO. Ce sera disponible sur TF1. Pour ce qui est du tennis, les WTA Finals qui se déroulent à Riyad en ce moment même. Mercredi soir, c'est le groupe violet de Sabalenka qui va jouer avec des matchs prévus à 12h15 et 13h30. Jeudi soir, c'est le groupe orange de Swiatek et de Coco Gauff notamment qui vont jouer. Les horaires de match ne sont pas encore définis. Et samedi soir, ce sera la grande finale pour savoir qui est la championne de ce WTA Finals. Et pour ce qui est un dernier mot, ping-pong, un sport qui est très tricolore en ce moment. Dans le WTT de Francfort, Félix Lebrun affronte demain à 14h le Coréen Han pour une place en quart, en espérant qu'il fasse un bon tournoi, aussi bien, on l'espère, que celui de Montpellier. Voilà, c'était tout ce qui ne va pas manquer pour cette semaine. Eh ben, écoute, merci beaucoup Martin. Les gars, je vous demande quand même rapidement, mais quelle est votre priorité? Qu'est-ce que vous allez suivre là en priorité cette semaine, même si, je sais pas pourquoi, j'ai un petit sentiment que ça va tourner autour du ballon rond. Bah moi, je pense que Première Ligue, ça va être passionnant, et Aston Villa emmené par Unai Emery qui va essayer de titiller Liverpool qui ne perd plus, et puis aussi Arsenal-Chelsea, deux équipes un peu malades. Chelsea qui va un peu mieux qu'Arsenal en ce moment, donc c'est rare qu'il les reçoit. Ça va être intéressant, et puis quand même le derby que j'espère électrique dimanche soir entre l'OL et Saint-Etienne. Mais oui, Jean, tu te trompes pas, ça risque de tourner autour du ballon rond pour ma part. Félix aussi? Un peu pareil, moi en tant que Lyonnais, je suis obligé dimanche soir, 21h, d'être devant la télé, pour regarder une nouvelle défaite de l'AS Saint-Etienne face à l'OL. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas joué en plus, donc franchement, j'attends ça avec grande impatience. Martin, je crois que tu es obligé de répondre à cette provocation. Ouais, moi aussi, ce sera le derby à SSOL. On est pour les Verts ici. J'ai attendu 2 ans en Ligue 2 pour ce moment-là. Donc maintenant, c'est le moment de prendre 3 points. 3 points gratuits. Et sinon, le rugby, revoir nos Bleus jouer, Antoine Dupont, ça peut être cool. En plus, contre le Japon, c'est une bonne équipe. Et puis, on peut se mettre en confiance rapidement. Bon, et puis Raphaël, le Classico a été vite oublié parce qu'on a ramené un petit peu de tout ce soir, du Lyonnais, du Marseillais, du Parisien. Vous l'aurez compris, moi j'aurai un œil très attentif sur le PSG Atlético de demain soir. Et puis toi, la Coupe d'Europe, ça en est où? J'ai pas envie de parler sur ce point-là parce que Paris, ça parle beaucoup sur la Ligue 1, mais bon, on verra votre résultat demain. Je pense que l'Atlético risque de s'incliner. En effet, on n'a plus le temps de toute façon pour débattre. Merci les gars d'avoir été présents. Le Campus Sport Club revient bien évidemment mardi prochain à 23h, le rendez-vous hebdomadaire comme d'habitude. On vous laisse avec les musiques de la nuit sur Radio Campus Lille, fréquence 106,6. Et puis comme le dit si bien Adrien, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.